Bon, et bah on a eu des événements pendant cette course, des surprises, des confirmations, bref, si la course a pu paraître peut-être un petit peu ennuyante par certains moments, on a quand même eu de belles batailles en piste et un petit peu en dehors. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Brésil 2022 de Formule 1, c'est parti! Bon alors première réaction, je suis obligé d'en parler un petit peu mais fallait souligner la pole position de Kevin Magnussen en qualification le vendredi qui s'est joué sur un tour à la régulière, faut être honnête, devant tout le monde, donc c'était pas juste une question de chance pour le coup. Ça apporte un petit peu ce côté, vous savez, exploit des petits poussés de la F1 comme on n'en avait pas vu depuis un petit moment. Peut-être qu'on en aura plus souvent dans le futur avec cette nouvelle réglementation, mais ça fait penser un petit peu à l'exploit de Gasly ou de Ocon avec des voitures qui jouent pas devant et qui finalement arrivent à faire des grosses performances. Bon alors, on va être honnête, hein, on avait peu d'espoir pour la course sprint de voir Magnussen se maintenir en P1, sauf s'il pleuvait pour le coup, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça lui aurait donné quelques petites armes supplémentaires, mais quand on a vu le départ et surtout le mauvais envol de Verstappen en médium, bon, il y avait peut-être un truc à faire. Bon alors malheureusement, c'est allé de mal en pis ce week-end pour les As. Magnussen s'est fait accrocher dans le premier tour par Daniel Ricciardo qui relâche un chouïa les freins et qui vient gentiment mettre Magnussen en tête à queue. Alors quand même, pas très bien Kevin de ne pas se mettre sur les freins quand tu pars en tête à queue, hein. Il accroche Ricciardo en reculant et les deux voitures abandonnent. Alors normalement, et c'est hyper frustrant, faut rester sur les freins pour que les autres voitures qui arrivent derrière puissent mieux anticiper et éviter de créer un carambolage. Bon là, il est en train de reculer sur l'extérieur vers l'herbe, etc. Probablement dans l'idée de se repositionner le mieux possible pour reprendre la piste au plus vite et perdre le moins de temps possible. Mais dans tous les cas, en fait, il allait malheureusement repartir dernier après s'être élancé dans le top 10. Donc les dégâts étaient déjà là et c'était déjà fait. Résultat, les deux voitures sont au tas et reprennent pas la course. Alors du coup, As perd donc une voiture qui performait quand même plutôt bien depuis le début du week-end et donc faut se concentrer sur la course de Schumacher qui, pour le coup, a pas démérité, hein. Les médiums marchaient pas bien et on s'y attendait un petit peu pour le coup, vu ce qu'on avait vu en course sprint, les softs étaient quand même bien mieux. Alors globalement, la As manquait de rythme, ça c'est pas nouveau, il a pas pu faire grand chose, Mick Schumacher, je suppose qu'il ne pouvait pas s'arrêter pour la safety car par manque de pneus soft pour terminer ou ce genre de choses. Pourtant, Gasly s'est arrêté sur la dernière safety car pour mettre des médiums neufs qui se sont avérés peut-être finalement plus performants que des softs usés, même s'il y avait un gros gap de perfo avec les softs. Dommage, hein, sachant que Schumacher doit convaincre pour garder son baquet chez As l'année prochaine, même si on parle de plus en plus de Nico Hülkenberg. Ça sent le roussi pour Schumacher et c'est dommage. Alors grâce à Magnussen et sa course sprint, As est donc 8ème devant AlphaTauri pour 2 petits points avec une course restante, donc à Abu Dhabi. Donc c'est pas fini, hein. Gasly sera bien présent à Abu Dhabi malgré son excès de vitesse dans la voie des stands. C'est 5 secondes de pénalité au Brésil, mais pas de points de pénalité sur sa super licence. Loupé, si vous voulez acquérir 2 points pour louper Abu Dhabi, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Deuxième réaction, je suis obligé de parler un peu de la course sprint. Encore une fois, Fernando et Esteban. Bon, ça s'est tellement enflammé sur les réseaux sociaux que l'écurie a dû même faire un communiqué pour dire à tout le monde de se calmer. Heureusement que les gens n'étaient pas là du temps de Rosberg et Hamilton. Ou du temps de Senna et Prost. Parce que alors là, ce serait parti en guerre. Hein. Il y aurait eu, mais ça aurait été n'importe quoi. Alors autant le virage 4, je pense que Ocon ne voit pas spécialement Fernando Alonso parce que il nous tente un 3 de front. Fernando, il est bien parti pour lui faire un magnifique XT, ça c'est clair et net. Mais en fait, il se prend des petits rebonds. Alors je sais pas si c'est la piste ou la voiture. Quand il remet les gaz justement pour aller faire l'XT, et il perd un peu l'équilibre de sa voiture, du coup il peut pas se retrouver devant Ocon sur la sortie comme c'était prévu entre guillemets, qui aurait obligé finalement Esteban à laisser un petit peu plus de place. Alors du coup effectivement en fait ça donne la situation où Ocon élargit et met Alonso un petit peu genre en dehors des limites de la piste et il repère le contrôle Alonso de la voiture sur les vibreurs. Donc petit dégât chez Ocon qui va finalement se traduire par un feu dans le parc fermé à la fin de la sprint race. Pas ouf. Alors globalement, je trouve que ça reste un incident de course depuis le début de l'année. On parle du fameux driving guidelines ou je sais pas quoi, où on dit que si vous n'êtes pas devant au point de corde quand vous déplacez par l'extérieur, si vous vous faites sortir, c'est tant pis un peu pour vous quoi. Donc ok, moi ça me va.
Je pense que c'est assez honnête et on l'a vu plusieurs fois cette saison, donc pas de souci. Si effectivement Alonso n'avait pas eu ses petits rebonds, il aurait été devant à la sortie du virage et du coup il aurait obligé Ocon à avorter entre guillemets ou à abdiquer sa position. Donc voilà, là malheureusement ils étaient côte à côte et Alonso s'est fait emporter à l'extérieur. Du coup on arrive au deuxième accrochage dans la ligne droite de départ-arrivée et j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. En fait, je pensais au début que Esteban avait vraiment élargi et donné un petit coup de volant à droite. Et en fait, pas du tout. Il a vraiment gardé sa trajectoire, ce qui a surpris un petit peu Alonso, qui pensait probablement que Ocon irait un petit peu plus à gauche, parce que peut-être que Ocon l'avait vu. Et ça n'a pas été le cas. Et j'ai été autant surpris qu'Alonso, où je me suis dit, c'est chelou que Ocon, il limite un petit coup à droite. Alonso a mal jugé son dépassement. Il prend 5 secondes de pénalité sur cette action, ce que je trouve vraiment très dur pour le coup. Là aussi, je trouve que c'est plus un incident de course. J'ai l'impression que ce qui fait plus défaut à Alonso ces dernières courses, c'est sa capacité à se décaler très tard, comme il savait très bien le faire avant et dans ses années avant, etc. Et plus trop ici, quoi. Là, il se sabote un petit peu sa propre course, c'est un peu dommage. Et puis, entre les Alpes, bon, c'est le bordel entre les Alpines, quoi. Bon, le fait est que qualifiés P7, P8 pour la sprint race, ils partent quand même P16, P17 pour le Grand Prix. Les McLaren qui, eux, partent P6, P11, autant te dire que oui, le samedi soir, j'espère que Otmar, qui a l'air tout mignon comme un nounours, il s'est transformé en grizzly pour leur mettre une branlée parce que là, à un moment donné, fallait arrêter, quoi. Moi, je les aurais insultés leur grand mort, hein. Non, j'aurais craqué. Je vous le dis très clair, j'aurais craqué. Bon alors visiblement, ça a quand même plutôt bien fonctionné pour Otmar parce que P6 devant les deux Red Bull pour Alonso et P8 pour Esteban qui a joué le jeu de l'équipe à la relance de la safety car, avec la consigne de pas se battre avec Fernando, comme quoi, quand on passe des consignes, tout d'un coup, ça fonctionne quand même un petit peu mieux parce que les pilotes en général écoutent. Contrairement à d'autres, mais on va y revenir. Bon alors dans l'ensemble, 14 points de marqué contre un 0 pointé chez McLaren. On parlait du manque de fiabilité chez Alpine, pour une fois c'est chez McLaren. 19 points d'écart quand même entre les deux équipes, une course restante. Bel avantage pour Alpine quand même, mais comme on l'a vu, ça peut vite, très vite s'inverser, donc il va falloir être bien concentré pour Abu Dhabi, assurer des bonnes places et des bons points pour aller chercher cette 4e place au championnat. Troisième réaction, je suis obligé de vous réserver le plus croustillant pour la fin, comme d'habitude, hein, et pour le coup, la victoire de George Russell, ça fait pas spécialement partie du croustillant, du coup, on en parle un peu maintenant. Bon alors, première victoire en sprint le samedi, après une très jolie et intelligente bataille avec Verstappen, comme quoi c'est possible. Russell a pris un départ absolument sensationnel depuis la P1 le dimanche. Les deux Mercedes ont viré en tête en sortant du S de Senna. Bref, à partir de là, il fallait résister à de potentielles menaces de Red Bull et de Ferrari. Alors, Hamilton P2 allait être aussi le candidat qui allait donner un vrai casse-tête à Mercedes parce que non seulement les grilles pouvaient gagner, mais en plus de cela, ils pouvaient faire le doublé. À un moment donné, au début de la course, il fallait juste savoir dans quel ordre on allait réussir à faire ça et s'ils devaient se battre, parce qu'ils avaient le droit de se battre, aïe. Bon alors du coup, l'accrochage Hamilton-Verstappen va neutraliser deux protagonistes assez importants et du coup, George, il a plus qu'à défendre sur Sainz et Perez. Pour revenir rapidement sur l'accrochage, alors j'avoue que je comprends pas. Soit je suis devenu un énorme fan de Verstappen, pourtant j'avais parié sur la victoire d'Hamilton, mais bon, merci Lewis. Ou alors je pige absolument plus rien au sport auto. Verstappen lâche un magnifique frein par l'extérieur à la relance de la safety car, honnêtement il est tout à fait sublime. Il l'enroule pour se retrouver à l'intérieur dans le virage 2. Roue avant à hauteur du ponton, voire peut-être un petit peu plus devant, peut-être pas roue contre roue, mais voilà. Donc une portion significative de la voiture de Verstappen est à hauteur d'Hamilton. Accrochage puisque Hamilton, entre guillemets, ferme la porte, un peu comme s'il y avait personne pour prendre son virage. Et on donne 5 secondes de pénalité à Verstappen. Et ça choque absolument personne. Donc en fait, maintenant, on peut délibérément fermer la porte dans un virage et ignorer tout bonnement celui qui est à l'intérieur et lui filer 5 secondes de pénalité en plus. La justification de la FIA est absolument lunaire, moi je trouve. La vitesse excessive dans le virage 1 a compromis l'entrée de Verstappen dans le virage 2, donc Verstappen est fautif. À aucun moment, on parle de la partie significative de la voiture de Verstappen, donc comme si, a priori, il n'avait pas le droit d'être à l'intérieur sur la piste. Parce que justement, il arrive trop vite, donc il n'a pas le droit d'être là. On est sur une piste de course automobile. Il n'y a pas d'excès de vitesse, en fait, à part la voie des stands. Donc bon, maintenant, faut pas être trop rapide et faut pas compromettre une entrée de virage qui, hypothétiquement d'ailleurs, t'empêche de prendre le virage. Un peu comme l'année dernière entre Verstappen et Hamilton au virage 4, du coup. Encore une fois, les deux auraient fait contact et seraient sortis tous les deux. Je dis pas, il y avait peut-être un truc à regarder, mais là, les gars, c'est devenu Minority Report, quoi. On est en train de prévoir que Verstappen va pas prendre le virage.
t'en sais rien, c'est pas arrivé. Par contre, quand Hamilton tente un dépassement sur Ocon à Monaco en faisant un aileron avant contre roue arrière, c'est Ocon qui prend 5 secondes parce qu'il a pas laissé la place à l'intérieur. Va falloir m'expliquer à un moment donné parce que, enfin, vraiment, en fait, c'est juste éreintant, quoi. Et c'est pas que juste pour Hamilton ou quoi, les Anglais, je m'en branle, c'est même pas une question de Verstappen ou aucun. Genre juste à un moment donné, le gars à l'intérieur, quand c'est Hamilton à Monaco, bah c'est le gars à l'extérieur qui prend la péna, et là quand Hamilton ferme la... Enfin... La FIA, la vie de WAM, c'est fatigant, quoi, c'est fatigant. Ou alors, au pire, c'est un incident de course. Hamilton ferme la porte, Verstappen insiste, bon bah oui, ça s'accroche, tant pis pour eux, fallait être un peu plus intelligent en temps normal. Un pilote qui ferme la porte, alors qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, bien à la hauteur pour le coup, bah c'est celui qui ferme la porte qui prend généralement plutôt la pénalité. Enfin bon, dans tous les cas, je pense pas que ce soit spécialement kamikaze de la part de Verstappen de tenter là, bien au contraire, on l'a vu faire quand même bien pire le Verstappen. Hamilton, il jette sa bataille pour la victoire à la poubelle avec cette manœuvre, et moi je perds mes 10 balles, quoi. Putain. Lewis, vous neutralisez pas comme ça. Alors du coup, ce qui est encore plus rageant, c'est que Verstappen sait parfaitement faire la course avec tous les autres pilotes, Russell, Leclerc, pour ne citer que, ça se passe toujours très bien, c'est agressif, mais toujours dans les règles, c'est très proche, ça se fait pas de cadeau, mais alors quand il s'agit d'Hamilton, ça va obligatoirement au contact maintenant. Genre c'est fatigué, et Hamilton, il sait très bien faire la course aussi. Putain. Bref. Repassons à la course de George Russell. On voit tout de suite que la Mercedes a le meilleur rythme, très clairement, donc on part sur une stratégie, on va plus couvrir les adversaires, donc défendre que d'être agressif, tout en choisissant au mieux les gommes, parce que là c'est important. Bon alors Sainz, du coup, est pas tant la menace qu'on espérait, parce qu'on est obligé de l'arrêter plus tôt pour retirer un tir-off qui était dans une des écopes de frein arrière. Donc la vraie menace se penche plus sur Perez. L'undercut est assez puissant, donc faut pas perdre trop de temps à savoir si on s'arrête ou pas. Arrêt tour 23 pour Perez, Russell suit tour 24, on protège. De toute façon, il y a un bon gap, il n'y a rien à espérer à allonger trop le relais, quoi. Et en fin de course, pareil, quand Hamilton pouvait aller plus loin avec ses pneus, bah, on lui a demandé de couvrir la stratégie de Perez parce que, encore une fois, l'undercut allait le mettre dans la sauce. Et Russell, du coup, a suivi la stratégie derrière de s'arrêter après Hamilton et Perez. Les softs contre les médiums en fin de course, je sais pas si Perez avait plus de soft, mais faire soft, médium, c'est une erreur stratégique de la part de Red Bull, très clairement. Sachant que la veille, on avait vu que les Red Bull avaient pas du tout un bon rythme avec les médiums. Là, je sais pas ce qu'ils ont chié dans la colle, peut-être qu'il avait vraiment plus de soft et du coup, il avait pas le choix. Alors, Perez a dégringolé, Sainz pouvait peut-être tenter quelque chose à la relance de la safety car et finalement, le rythme des Mercedes était quand même supérieur. Russell n'a clairement pas volé cette victoire, bien au contraire, il a tout fait parfaitement, les relances de safety car, les calls stratégiques de dire non, à la fin, on va mettre les softs, bref. Honnêtement, super week-end de la part de George Russell, bravo, bravo. Bon alors, très beau résultat pour Mercedes, hein, qui claque quand même un premier doublé depuis je sais pas combien de temps, vous me direz dans les commentaires. Là aussi, 19 points d'écart à l'avantage de Ferrari, tout n'est pas fini, même si Ferrari a un peu limité la casse en plantant les voitures P3 et P4. Il y a encore de la bataille, mais pour l'instant, je dirais avantage à Ferrari. Encore une fois, tout peut se passer à Abu Dhabi, donc on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, d'un abandon, d'une dinguerie de la FIA, enfin bon, t'as compris quoi. Rendez-vous dans une semaine. Quatrième réaction, on parlait des Ferrari, il est grand temps d'en reparler une nouvelle fois, et j'ai l'impression pour le coup, ça fait un petit peu longtemps que j'en avais pas parlé des Ferrari, mais peut-être qu'en fait je me suis juste habitué. Bon alors, là aussi, il faut qu'on revienne au moment de la qualification, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est toujours sur Charles que ça tombe. Putain, mais il faut être honnête, hein, genre Carlos, il a pas trop de problèmes, ou alors c'est la mécanique, ou alors c'est l'accrochage en piste, donc l'équipe y est pas pour grand chose. Faut qu'on m'explique les choix pneumatiques. Quand tout le monde commence à rouler en soft en Q1, ils font rentrer Charles pour dire de mettre des intermédiaires neufs. Donc déjà, le call va pas. Finalement, on s'excite un petit peu dans les radios et on dit non, on va mettre des softs neufs. Comme si c'était pas assez, les mécanos montent des softs usés pour finalement remettre des softs neufs. Bon, alors un coup de chaud, en vrai, ça peut arriver. Mais ça fait un peu beaucoup là, non? Arrive la Q3, il va pleuvoir, donc tout le monde se dépêche de partir en soft pour rentrer un temps avec des pneus soft qui sont plus performants. Non, chez Leclerc, on le fait sortir en intermédiaire. Ça n'a pour le coup absolument aucun sens. Même de se dire, bah les autres n'ont pas réussi à rentrer un temps correct en soft, bah en fait ils partent à poil au lieu de défendre en slip comme tout le monde. Enfin, quoi qu'il arrive, même si tu mets les softs, derrière les autres vont rentrer, remettre des softs et à moins que t'attendes une douche, genre comme jamais, c'est mort.
Alors derrière, pendant le tour de préparation, c'est la catastrophe. Tu rentres, oui, non, vite, box, bah non du coup parce qu'il est déjà passé sur la ligne, let me push guys. Finalement, il ne rentre pas de temps pour venir mettre les softs et en sortant des stands, il croise Russell dans le bac à gravier au virage 4. Derrière, il pleut, c'est terminé. Si vous vouliez voir tout ce qu'il fallait pas faire, bah vous l'avez eu sous les yeux, encore une fois. Alors Jacques Villeneuve le dit souvent, à juste titre d'ailleurs, qu'il faut parfois ne pas trop se reposer que sur les datas et laisser l'humain prendre un peu la décision, avoir cette espèce de nez, de flair, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, soit chez Ferrari, on regarde pas du tout les datas, soit ils se reposent entièrement sur leur flair qui est pas le bon. Enfin, on prend le pire des deux mondes au lieu de prendre le meilleur, quoi. Mais... oh putain, c'est dur. Alors Leclerc est éreinté à la fin de la séance, il en a marre, je trouve ça assez beau qu'il n'ait pas craqué avant d'ailleurs. Tout ça pour que le dimanche, il se fasse gentiment sortir par Norris qui monte sur un vibreur et sous-vire dans sa Ferrari. Faute à Norris, bon bah là c'est une erreur de pilotage de la part de Norris. Il a de la chance de repartir Leclerc. Et à la fin de la course, pas de swap de position pour prendre la P3 de Carlos et marquer de précieux points au championnat contre Sergio Pérez. Alors pour Ferrari, je comprends. Le gap entre Sainz et Leclerc est d'environ peut-être 3 secondes, voire un petit peu plus, il me semble. Leclerc est en vieux pneu, contrairement à Sainz, qui certes ne peut pas aller chercher les Mercedes, mais le problème, il vient de derrière. Alonso, lui, il est en pneu neuf, soft, il est à moins de 2 secondes de Leclerc. Tenter un échange de position avec un Alonso derrière qui, en plus de ça, se fait presser par un certain Max Verstappen. Là, c'est clairement de la connerie. Donc oui, c'est trop risqué. Alonso, s'il voit ça, mais s'il voit les deux qui sont en train d'essayer de se dépasser, mais il plonge illico presto. Et derrière, Verstappen, il se dit, s'il y a une voiture qui passe comme celle d'Alonso, la mienne, elle passe avec, quoi. Donc voilà, là, on a évité les conneries. Là, vraiment, on a évité une énorme bourde. Alors, il y a la bataille contre Mercedes au constructeur. Ils sont en train de faire un carton plein. C'est pas le moment, justement, de faire des bêtises et de perdre la P3 et la P4 bêtement parce qu'on tente un swap des enfers absolu. Là, c'était pas assez safe. C'est effectivement dommage pour Leclerc, je comprends. En plus, ça avait été discuté avant la course de laisser l'avantage à Leclerc. Je comprends totalement sa frustration, mais l'équipe... pour le coup, vous pouvez vraiment pas faire autrement. Ou alors, à contrario, Carlos Sainz il a fait un super week-end. Alors certes, avec un petit problème de tir-off dans les écopes de frein, qui l'empêche peut-être d'aller vraiment à une bataille avec Mercedes, même si elles étaient quand même devant. Mais pour le reste, il a tout maximisé. Je pense que globalement, ça commence beaucoup à se voir, cette année surtout. Sainz, il est capable d'imposer certains choix stratégiques à son équipe et de s'éviter des galères comme à Silverstone, quand Leclerc reste beaucoup trop à l'écoute, on va dire, et n'ose pas assez dicter ses choix. Il est là toujours, guys, on fait quoi? Sainz, il fait stop inventing, guys. Stop inventing, là, on arrête. Alors j'espère que 2023 apportera un petit peu plus de leadership de la part de Charles Leclerc sur son côté du garage, quand il s'agit de rouler, peut-être pas autant à l'image d'un Alonso ou d'un Vettel qui, dans ses années Ferrari, dictait tout simplement tout ce qu'il fallait faire depuis la voiture pendant qu'il roulait, hein, parce que du coup c'était quand même un peu le bordel. Je sais pas s'il faut virer pour autant des gens ou pas. Je pense que c'est plus une question d'organisation et de leadership plus qu'autre chose. Si ça marche pas trop mal du côté de Sainz, le problème il vient du côté de Leclerc, donc je pense pas c'est les gars, c'est une manière de prendre le leadership dans l'écurie, quoi. C'est obligé, ça doit être ça. 5e réaction, mesdames et messieurs, bon fallait bien qu'on en parle, Verstappen, Perez et Red Bull. J'ai pas grand chose à vous dire, à part vraiment ça vous a surpris, quoi. Moi, ce qui aurait été surprenant, c'est justement que Verstappen relaisse passer Perez. Enfin, ou alors vous viviez dans un monde un peu parallèle où Verstappen est le gars fair play, sympa, machin, truc, en piste. Hein, je dis bien en piste. Non. Alors, on va être honnête, hein, quand j'ai vu Verstappen passer, déjà je m'étais dit qu'il ne laisserait pas repasser Perez, ça c'est sûr et certain, pour la simple et bonne raison que il allait dépasser Alonso. Bon, finalement non. Et puis, il a quand même pas laissé repasser Perez. Mais j'ai pas été surpris, quoi. Les athlètes de haut niveau, ce sont des compétiteurs, où la recherche de la gagne, en général, c'est plutôt un style de vie, tu vois. Vraiment, les 20 gars, ils sont persuadés, au fond d'eux-mêmes, hein, d'être les meilleurs par rapport à tout le reste de la grille. Que ce soit Magnussen, Ocon ou Hamilton, ils pensent qu'ils sont les meilleurs par rapport aux autres. Ils en sont intimement convaincus, et c'est aussi pour cela que ils performent par rapport à vous et moi, qui sommes le commun des mortels. Moi, pas trop comme ça, du coup. Donc non, globalement, je suis pas surpris quand un pilote refuse une consigne d'équipe aujourd'hui, qui, même si dans ce cas, ne change absolument rien pour Verstappen, parce que c'est juste pas dans la nature des gars en règle générale. De Verstappen, c'est sûr et certain, des autres, globalement, c'est plutôt aussi dans ce cas-là. En revanche, oui, je suis super surpris, et surtout très agréablement surpris quand Hamilton rend la place à Bottas en Hongrie en 2017, par exemple.
Parce que j'aime le fair play, j'aime quand il y a du beau jeu, quand c'est du sport, quand c'est stylé, quoi. C'est aussi pour ça que je peux difficilement encadrer Verstappen, parce que lui est prêt absolument à tout pour gagner, et que parfois, bah, il lui manque la manière, et ça, j'ai beaucoup de mal. Puis alors, après tout ce qu'a fait Pérez, pour lui, bordel, mais quel gâchis, putain, mais quel gâchis. Parce que Verstappen, il gagnait tellement plus à laisser passer Pérez, à créer une bonne atmosphère, à renforcer la cohésion d'équipe. En laissant passer Pérez, bah en fait, il s'assurait encore les bons services du Mexicain pour les prochains Grands Prix, dans les moments où Verstappen aurait besoin d'un ministre de la Défense, comme ça a été le cas. Là, il vient juste de tout foutre à la poubelle, alors qu'il est déjà le chouchou de l'équipe. Enfin, non mais qu'on se le dise, c'est totalement con, c'est dommage. Alors, en revanche, on va être d'accord sur les radios et les raisons et rumeurs autour de ça. Alors, clairement, Verstappen refuse un ordre d'équipe. Comme l'avait fait Vettel en Malaisie 2013 face à Weber, le fameux Multi-21. Là, on jouait quand même la victoire en début d'année en 2013, d'accord? Ça avait fait du bruit, mais les réseaux sociaux n'étaient pas encore assez importants pour foutre le feu général. Là, ça va. Enfin, ça avait quand même pas mal entaché l'image de Vettel, hein. Vraiment, là, pour le coup, à ce moment-là, oh ouais, je pense à ce moment-là, je le détestais, je crois. Ouais, je crois que je le détestais. Alors pourquoi Verstappen n'a pas relaissé passer Pérez? Apparemment, ce serait pour rendre la monnaie de sa pièce quand Pérez avait mis sa voiture dans le mur à Monaco en Q3. Pérez était alors P3 de la qualif et Verstappen partait pour améliorer son temps. On était sur le deuxième run de la Q3, quoi. Finalement, drapeau rouge au portier, plus personne peut améliorer. Il restait 30 secondes à l'horloge, donc autant te dire que t'allais pas améliorer, t'allais pas repartir. Alors, je suis retourné voir l'incident de Pérez en on-board sur la F1 TV. Le coup de gaz est hyper sec par rapport à d'autres passages. C'est clairement une erreur, et je la trouve très grossière pour le coup. En revanche, comme certains journalistes ou pilotes néerlandais, pas Verstappen, hein, Coronel, c'est très grave d'accuser un pilote de se mettre dans le mur volontairement, mais je peux comprendre que on puisse trouver ça suspicieux. Voilà. Ça reste quand même beaucoup moins net que Schumacher qui se gare en 2006, hein, à la Rascasse, ou Rosberg qui loupe son freinage à Mirabeau en 2014, je crois. Oh là là, oh non, la voiture n'a plus d'adhérence. Oui. Alors la presse hollandaise s'est quand même enflammée et a dit que Pérez avait même avoué à Helmut Marko avoir sorti sa voiture exprès en qualif. J'ai encore un peu de mal à croire qu'il ait fait exprès. Quel est l'intérêt quand t'es P3 sur la grille, même si à ce moment-là t'es devant ton coéquipier, de te sortir, quoi. Puis il tape avec l'arrière de la voiture. Là, si t'endommages la boîte de vitesse, tu prends pas le départ comme c'était le cas avec Charles Leclerc en 2021, quoi. Donc bon voilà, plus prévoir les conneries de Ferrari le lendemain, plus la pluie, enfin vraiment fallait être devin pour se dire que de la P3 t'allais gagner la course et le Grand Prix de Monaco. Bref, il paraît que les deux se sont parlé, hein, tranquille, etc. Ils ont tout mis à plat et que bah après ça ils ont l'air d'être quittes. Ok. Verstappen aidera a priori Pérez s'il le peut à Abu Dhabi pour la P2 du championnat, car oui, Leclerc et Pérez sont à égalité de points, et Russell est à 25 points derrière, donc tout n'est pas encore joué, loin de là. Pérez-Leclerc, ça se sort, Russell gagne la course avec le meilleur tour. Science-fiction, Russell P2 du championnat quand même. Voilà. Alors je ne suis absolument pas surpris par Verstappen et son comportement, c'est hyper dommage pour l'image d'un champion, tout le monde perd dans cette histoire, Pérez, l'équipe, les spectateurs, tout ça pour une vieille P6 minable pourrave. J'ai beau admirer certaines de ses qualités à Verstappen de pilote, j'ai beau en détester d'autres d'ailleurs de ses qualités, je suis certain que ça doit être un gars plutôt sympa en vrai dans le privé, dans la vie quand on le fait pas chier a priori, mais là sportivement, c'est dur, non c'est dur. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Fast 5 de l'année, celui du Grand Prix d'Abu Dhabi. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.